Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour comprendre aujourd'hui la pensée de Freud. Freud est à l'origine un médecin du début du XXe siècle, fin 19e, début XXe siècle, qui a fondé la psychanalyse. Et c'est à partir de lui que la psychologie a vraiment pris son indépendance en tant que discipline, qu'elle s'est autonomisée de la philosophie et aussi de la médecine. Et puis c'est un auteur qui est très important pour nous parce que c'est lui qui a donné ses lettres de noblesse au concept d'inconscient, qui est une des notions du programme. Alors, vous voyez ici le résumé de sa thèse. L'inconscient est une hypothèse cohérente et utile. La première chose, c'est qu'on va essayer de comprendre ce que c'est que l'inconscient. Je voudrais insister sur un premier point, l'inconscient n'est pas l'inconscience. L'inconscience, c'est un état. On est inconscient quand on tombe dans les pommes, quand on dort ou quand on traverse la rue sans regarder. C'est un état, c'est l'œil de notre conscience qui se ferme, soit à moitié, soit complètement. D'accord ? L'inconscient, c'est pas ça. C'est pas quelque chose que l'on est, c'est pas un état, c'est quelque chose que l'on a. C'est une partie de notre esprit. Okay ? Alors, pour bien comprendre ce que c'est, on va faire un schéma que je vous invite à recopier, qui va nous permettre de comprendre c'est quoi cette partie de notre esprit. Ce schéma représente ici une scène de théâtre vue du dessus. Donc vous avez la scène de théâtre, vous avez ici les rideaux qui sont fermés à ce stade, c'est important. Et vous avez ici les spots lumineux qui représentent la conscience. Je sais que souvent je représente la conscience par un œil. Ici, pour adapter ça à une pièce de théâtre, j'ai besoin que ce soit des spots, mais ça revient à peu près au même. C'est-à-dire, voilà, les spots lumineux nous permettent de voir, de faire la lumière. Il y a aussi un public, ça c'est vraiment toute la société qui nous regarde. Et en fait, les rideaux sont fermés. Donc il y a plein de choses auxquelles la conscience n'a pas accès. D'accord ? Sauf quand les rideaux s'ouvriront. C'est possible d'ouvrir les rideaux. On le verra tout à l'heure. Donc l'inconscient, c'est tout ce qui se passe derrière. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Il se passe, en fait, un conflit entre différentes forces. L'inconscient, c'est une partie de notre esprit dans laquelle il y a différentes forces qui s'opposent. Autrement dit, ce que Freud est en train de nous dire, c'est qu'on a à l'intérieur de nous des forces inconscientes qui nous influencent, ce sont clairement des déterminismes, et en plus on n'en a pas conscience, ou en tout cas pas au départ. Qu'est-ce qu'il y a comme force dans l'inconscient ? La première, elle correspond dans ma métaphore à l'acteur. L'acteur, il est tout content et il a plein de pulsions d'émotions et il a envie, c'est la flèche verte, de les exprimer sur le devant de la scène. Cette première force, Freud va l'appeler le ça. Alors, je sais que c'est très bizarre comme nom, j'aurais peut-être pas choisi ça, mais Freud l'a choisi, donc on est obligé de faire avec. Autrement dit, on peut dire des choses du style il faut que j'écoute les pulsions de mon ça, ou mon ça a absolument envie d'exprimer telle ou telle chose, ou tiens, cette personne, elle a un ça qui est un peu trop développé, voilà. Donc, vous voyez, quand vous parlez du ça, vous parlez d'une partie de votre esprit, vous parlez d'une force qui est à l'intérieur de votre esprit et qui a envie de s'exprimer. Okay ? Ensuite, il y a une deuxième force à l'intérieur de notre inconscient, c'est le surmoi. Alors lui, il a un rôle complètement différent. Dans la métaphore du théâtre, ça serait le gardien du théâtre, donc il va interdire aux acteurs de s'exprimer n'importe quand, n'importe comment. Donc il va mettre un stop à la pulsion. Okay. Il va lui interdire de s'exprimer. En termes freudiens, on va dire que le surmoi va créer le refoulement des pulsions et des émotions. Et c'est lui, en réalité, qui crée l'inconscient. C'est parce qu'il y a un surmoi qu'il y a un inconscient. L'inconscient est créé par cette force de refoulement, en fait, qui va faire il est gardien des rideaux, en fait. C'est lui qui ferme les rideaux en disant « Attendez, on ferme les rideaux, et en plus, toi, tu passes pas. » En fait, c'est pas possible. Il faut comprendre que ce surmoi, il est construit par l'éducation. Le ça, tous les bébés naissent avec, ils ont des pulsions des émotions, vous ne l'auriez pas remarqué. Par contre, le surmoi va se construire par l'éducation, et donc l'inconscient se crée petit à petit.
on refoule, on refoule, et ça peut devenir compliqué parce qu'on va peut-être refouler des désirs qui étaient importants en fait pour nous. Donc, à nouveau, Freud appelle ça le surmoi. C'est un terme très bizarre, qui a un peu plus passé d'ailleurs dans le langage courant que le moi, que le ça, pardon. Voilà, des personnes peuvent dire oulala, mon surmoi, il m'a interdit de faire ça parce que c'était pas possible, ou j'ai un surmoi beaucoup trop développé, ou t'as vu, lui, il doit avoir un surmoi qui prend trop de place. Enfin, voilà. Donc, voilà, le surmoi, à nouveau, c'est une partie de notre esprit, c'est une force qui est à l'intérieur de notre esprit, et c'est une force de censure, de refoulement. Il y a un troisième personnage, dans la métaphore, il correspondrait au metteur en scène. Alors le metteur en scène, heureusement qu'il est là, c'est lui qui va trouver une solution dans le conflit entre le ça et le surmoi. La solution, elle va être très simple, c'est de dire, oui, petite pulsion, tu peux sortir, mais il faut que tu te déguises, si je garde ma métaphore. Tu vas pas pouvoir sortir face au public comme ça. Il va falloir que tu te déguises. Donc, si tu as une pulsion sexuelle, je dis ça parce que Freud parle quand même beaucoup de pulsion sexuelle, tu vas pas pouvoir juste te ruer sur ta partenaire. Il va falloir que tu la séduises, que tu lui fasses la cour, que tu demandes son consentement. Et là, dans ce cas-là, bah, tu vas pouvoir sortir sur le devant de la scène. Si tu as envie de manger, tu ne vas pas juste te ruer sur la nourriture, tu vas prendre un couteau et une fourchette. Voilà. Et donc la pulsion ici, elle va être sublimée. Déguisée, c'est le langage de la métaphore, mais en vrai, Freud dirait, la pulsion, elle va être sublimée grâce au moi. À nouveau, terme bizarre, mais du coup, on va dire un truc du style mon moi a trouvé un arbitrage entre le ça et le surmoi qui est de je sais pas quoi. De manger avec un couteau et une fourchette. Ça peut être des choses plus subtiles. Hein. Mon moi a trouvé un arbitrage entre ma pulsion de toute puissance et l'interdiction de devenir un dictateur, c'est de me présenter aux élections de délégués. Voilà. Et du coup de passer par le processus de vote. Enfin, voilà. Donc il y a des arbitrages de toutes sortes et des solutions de toutes sortes proposées par le moi. C'est toutes les fois on arrive à trouver des façons acceptables d'exprimer nos pulsions, nos émotions. Ceci va normalement vous permettre de noter la définition complète de l'inconscient. Donc, il faut d'abord noter une définition générale. Première chose à noter, c'est que l'inconscient, c'est une partie de notre esprit. Si vous préférez, vous pouvez le mettre entre parenthèses, c'est un ensemble de pulsions à l'intérieur de notre esprit, ce qui revient à peu près au même, d'accord ? C'est évidemment pas des personnages, on n'a pas des petits bonhommes à l'intérieur de notre tête, mais c'est la meilleure façon de représenter métaphoriquement une force, en fait. Donc, c'est un petit bonhomme qui s'agite, d'accord, et qui essaye de faire quelque chose. Donc, première chose, l'inconscient, c'est une partie de notre esprit, ou entre parenthèses, un ensemble de forces à l'intérieur de notre esprit. Deuxième point à noter, c'est que l'inconscient, c'est dont nous n'avons pas d'abord conscience. Donc c'est un ensemble, une partie de notre esprit, un ensemble de forces à l'intérieur de notre esprit, dont nous n'avons pas d'abord conscience. Ça, c'est le côté, les rideaux là, ils sont fermés. Mais attention au mot d'abord que vous pouvez souligner 3 fois, j'ai pas dit qu'on pourrait jamais en avoir conscience. Parce qu'on va peut-être pouvoir ouvrir les rideaux. Mais à la base, plutôt pas, à cause du surmoi. Le surmoi, il essaye de fermer les rideaux et il essaye d'empêcher les acteurs de sortir. Donc ça, c'est un point important. Donc c'est une partie de notre esprit dont nous n'avons pas d'abord conscience et où résident les pulsions et les émotions que nous refoulons. Okay ? Donc là, je suis en train de dire qu'est-ce qu'il y a dedans. En fait, il y a des pulsions et des émotions et on les refoule. Je ne parle pas du moi dans la définition de l'inconscient parce que il rentre pas dans la définition. Enfin, il n'y a pas besoin. Le moi, c'est la solution, mais c'est pas lui qui crée l'inconscient. L'inconscient, il existe à partir du moment où il y a un ça et un surmoi, en fait. Hein. Donc, voilà pour la définition générale que je vous répète, c'est une partie de notre esprit ou un ensemble de pulsions à l'intérieur de notre esprit, de pulsions, de forces à l'intérieur de notre esprit, où réside, donc,
je vais y arriver, un ensemble de forces à l'intérieur de notre esprit dont nous n'avons pas d'abord conscience et où résident les pulsions et les émotions que nous refoulons. Tout ça, c'est la définition générale. Et en dessous, il faut écrire les 3 composantes de l'inconscient. Donc petit 1, le ça, petit 2, le surmoi, et petit 3, le moi. Vous verrez que ça vous sera utile sur les sujets sur l'inconscient de pouvoir décomposer ça, surmoi et moi. Donc pour le ça, vous pouvez mettre que c'est une force à l'intérieur de notre esprit composée de pulsions et d'émotions, et que l'on a dès la naissance. Le surmoi, que c'est une force à l'intérieur de notre esprit qui refoule nos pulsions et nos émotions, et qui est construite par l'éducation. Et pour le moi, vous pourrez mettre que c'est une force à l'intérieur de notre esprit qui cherche à équilibrer le conflit entre le ça et le surmoi en sublimant les pulsions. Voilà. J'espère que c'est plus clair sur ce que c'est que notre inconscient. Et la question que vous vous posez peut-être, c'est du coup, est-ce que moi j'en ai un ? Et sans doute, vous allez dire, ouais, en fait, c'est vrai, j'ai des pulsions et des émotions. Il y a des moments où je les refoule, et puis il y a des moments où je trouve des solutions. En fait, ça nous parle, ça. Pour comprendre ce que c'est que l'inconscient, il faut arriver à se l'approprier en se l'appliquant à soi-même, en fait. Quelles sont les pulsions que j'ai, quelles sont les pulsions que je refoule, quelles sont les solutions que je trouve, en fait. Donc voilà, est-ce que parfois j'ai envie de pleurer et je refoule ça ? Est-ce que parfois j'ai envie de devenir un artiste et je refoule ça ? Est-ce que parfois j'ai envie de devenir président du monde et je refoule ça ? Est-ce que j'ai envie de faire des câlins à tout le monde et je refoule ? Vous voyez, c'est ce genre de conflits-là qui vont vous permettre de vous approprier ce que c'est que l'inconscient. Okay ? Alors, maintenant, il va falloir qu'on comprenne, qu'on justifie plus exactement la thèse en elle-même. L'inconscient est une hypothèse cohérente et utile. Il y a 3 choses à justifier: hypothèse, cohérente et utile. Alors, première chose, pourquoi est-ce que c'est seulement une hypothèse ? Déjà, il faut que vous compreniez bien que tous les freudiens et tous les psychanalystes à leur suite n'ont pas du tout une approche neurobiologique. Donc, ils ne considèrent pas une seule seconde que l'inconscient est une partie de notre cerveau. C'est pas ça. Donc l'inconscient, on va pas pouvoir prouver son existence en regardant dans le cerveau. L'inconscient, c'est une partie de notre esprit. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'états d'esprit ou de forces psychiques, en fait. De forces spirituelles au sens philosophique du terme, c'est-à-dire pas corporelles, en fait. Un ensemble d'émotions, au sens où, les pulsions de base, ou une force de refoulement. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose de physiologique, de neurologique, c'est plutôt un ensemble de ressentis, si vous préférez. Okay ? Un ensemble d'états d'esprit, un ensemble de forces psychiques. Alors, comment on prouve l'existence d'une force psychique ? On demande aux gens, ce que je viens de vous faire, en fait, est-ce que vous ressentez ça en vous ? Est-ce que vous ressentez des pulsions, des émotions ? Est-ce que vous ressentez un refoulement ? Est-ce que vous ressentez parfois que vous trouvez une solution à tout ça ? Alors certains vont répondre oui, d'autres vont dire pas du tout. Et là, il va y avoir un gros problème, c'est que dans la définition, on a dit qu'on n'en a pas d'abord conscience. Comment vous pouvez prouver l'existence de quelque chose dont la plupart des gens n'ont pas conscience ? C'est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est seulement une hypothèse. C'est un des sujets qui peut tomber au bac. Peut-on prouver l'existence de l'inconscient ? On peut dire, non, on n'en a pas conscience. Comment vous voulez prouver l'existence d'émotions, de pulsions, de refoulements, etc., dont on n'a pas conscience, en fait. Parce qu'il faut bien que vous voyez que, de temps en temps, ce conflit-là a lieu sur le devant de la scène. Parfois, on a envie d'être un artiste, et nos parents nous disent que, non, en fait, si vous êtes artiste, vous ne gagnerez rien, et du coup, on trouve une solution, où on va faire, je sais pas quoi, du design pour une entreprise. Parfois, ça a lieu sur le devant de la scène, mais la plupart du temps, non, en fait. Quand vous mangez avec un couteau et une fourchette, en fait, la pulsion du ça, le surmoi et le moi, tout ça, ça s'est passé de façon totalement inconsciente. Donc, on a vraiment un problème, c'est quand ces conflits psychiques-là et ces forces agissent de façon inconsciente, quand on n'en a pas conscience, et du coup, comment on va prouver leur existence ? Donc déjà, c'est le premier point, c'est qu'on va juste dire que c'est une hypothèse. Ceci étant, cette hypothèse, il y a plusieurs choses, elle est cohérente
et elle est utile. C'est ça le point suivant. On va voir pourquoi est-ce que c'est une hypothèse qui est cohérente. Alors, elle est cohérente parce que elle fait écho à ce qui se passe sur le devant de la scène. Vous voyez que j'ai rajouté 3 choses sur le devant de la scène. Toute cette hypothèse-là va être cohérente avec ce qui se passe sur le devant de la scène. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le devant de la scène? Chez les gens normaux, donc qui sont en bleu là, qui ont pas de maladie psychologique, il y a des pulsions sublimées, mais tout le monde fait des rêves. Et donc, il y a tous un moment où les rideaux s'ouvrent, c'est la nuit, dans nos rêves. Vous avez peut-être vu le film Vice Versa, il y a une espèce de spectacle qui est mis en scène, justement, pendant la nuit. Et ben c'est exactement ça. En fait, on peut tous se dire, ah oui, en fait, j'ai des pulsions et des émotions que je m'avoue pas du tout en journée. On a parfois des fantasmes bizarres dans nos rêves, et Freud vous rassurez en vous disant c'est totalement normal, tout le monde en fait. On a aussi peut-être des peurs qui sont immenses et qu'on voit que dans nos rêves, enfin voilà. Et en fait, voilà, les rêves sont un moment où on peut se dire bah oui, en fait, j'ai ça en moi. Voilà. J'ai ça, d'ailleurs, c'est pas par hasard. C'est pour ça que ça s'appelle le ça. J'ai ça en moi, ce truc-là que je n'arrive pas bien à nommer. J'ai ça en moi. On a, même quand on est quelqu'un de normal, on a aussi des lapsus, c'est-à-dire, vous voyez, quand on emploie un mot pour un autre, vous avez peut-être déjà entendu l'expression de lapsus révélateur. Donc, voilà, quelqu'un va dire, je sais pas, il y a des lapsus, il y en a des assez célèbres chez les hommes politiques, des lapsus d'ordre sexuel, donc dire fellation à la place d'inflation, dire empreinte génitale à la place de empreinte génétique, enfin voilà. En fait, quand on dit un lapsus, on se rend bien compte qu'en fait, on avait des pulsions et des émotions qui sortent comme ça. Et c'est une manifestation ordinaire de l'inconscient. Les actes manqués, c'est le jour du bac, tout d'un coup, vous oubliez de mettre votre réveil, comme par hasard ce jour-là. Ben, en fait, est-ce que cet acte manqué, vous avez oublié quelque chose, et pas en train de révéler une peur que vous aviez, et qui était dans votre inconscient? Donc ça, c'est un premier argument qui est mis en avant par Freud pour dire, ben, en fait, vous voyez, cette hypothèse sur ce qui se passe derrière les rideaux, elle est quand même hyper cohérente parce qu'elle permet d'expliquer des comportements tout à fait ordinaires chez des personnes qui sont tout à fait saines et qui n'ont pas de maladie mentale. Donc ça, c'est la première chose à noter sur pourquoi est-ce qu'elle est cohérente, c'est parce qu'elle permet d'expliquer des comportements tout à fait ordinaires chez des gens ordinaires, à savoir les rêves, les lapsus et les actes manqués. On pourrait rajouter aussi que elle est tout à fait cohérente avec la conscience qu'on a parfois d'avoir sublimé une pulsion. Chez les gens tout à fait normaux, il y a des rêves, des lapsus et des actes manqués, et puis il y a des pulsions sublimées. Et parfois, on a bien conscience que, en fait, la décision qu'on a prise, elle est le résultat d'un compromis, voilà, dont on a conscience parce que c'est comme si ces 3 personnages étaient venus jouer leur petite comédie sur le devant de la scène. Donc ça, c'est une première raison de penser qu'elle est cohérente. Mais surtout, après, elle est très cohérente parce qu'elle va permettre d'expliquer des maladies mentales, des souffrances mentales. Et là, il y en a de 2 catégories. Il y a les névroses et les psychoses. Et je voudrais dire un truc à ce propos-là, c'est que quand même un des intérêts de la théorie de Freud, c'est d'essayer d'expliquer et non de juger les pathologies mentales. Déjà, encore à notre époque, c'est très tabou, les pathologies mentales, mais alors vous imaginez, fin 19e, début 20e. Juste, les fous, on les mettait à l'asile, et puis c'est tout, quoi. Et là, vraiment, cette hypothèse, elle est juste intéressante, parce qu'elle permet de comprendre, en fait, se dire, en fait, pourquoi la personne a une névrose? Pourquoi elle a une psychose? C'est peut-être lié à ce qui se passe derrière les rideaux. Et là, il y a quand même une grande cohérence. Alors, j'ai écrit névrose en rouge et psychose en vert, parce que les névroses sont liées à un surmoi qui est trop fort, et les psychoses sont liées à un ça qui est trop fort. Alors la psychose, je vous ai écrit en dessous que c'est une psychose, sa définition, c'est quand il y a une perte de contact avec la réalité. Donc c'est vraiment la définition de la folie, en fait. Les névroses, c'est les souffrances psychologiques où il n'y a pas de perte de contact avec la réalité. Dans les névroses, on peut mettre toutes les dépressions, l'anxiété, etc. Enfin, toutes les dépressions.
à un stade très grave, ça peut devenir une psychose, mais dans le cas d'une névrose, la personne, elle a conscience de son problème et elle souffre. Dans le cas d'une psychose, elle est tellement déconnectée de la réalité et folle qu'elle n'a peut-être même pas conscience de souffrir. Alors, je vais essayer de vous montrer la cohérence. Une psychose, c'est une personne qui a perdu contact avec la réalité, qui peut avoir des hallucinations, qui peut avoir des délires, qui peut avoir, vous voyez, des formes de paranoïa, voilà, ou des phases maniaques où elle est complètement euphorique, elle se rend plus compte de ses propres limites. Enfin, voilà. Donc là, il y a une perte de contact avec la réalité. Pour Freud, ça vient du fait qu'il y a une pulsion ou une émotion qui s'exprime absolument sans limite, sans censure de la part du surmoi. Et en fait, c'est quand même assez cohérent de penser ça, vu que la personne, en fait, elle n'est plus censurée par le principe de réalité, elle n'est plus censurée par le comportement des gens. Et il y a même quelque chose de surprenant, en fait. Comment est-ce qu'on peut comprendre les hallucinations ? On peut se dire, une hallucination, c'est une pulsion d'une personne qui veut s'exprimer dans la réalité, qui trouve aucun moyen concret de s'exprimer parce que, en fait, imaginons, elle rêve d'être agent secret et en fait, elle l'est pas du tout. Le seul moyen que va trouver le ça pour vivre cette pulsion, c'est par une hallucination. Vu qu'il n'y a rien dans la réalité qui lui permet de vivre ça, il va falloir passer en mode hallucinatoire pour pouvoir vivre ce désir. Okay. Donc l'hallucination, c'est vraiment le stade suprême où en fait la pulsion ne trouve aucun moyen de s'exprimer dans la réalité et donc elle s'exprime de façon complètement irréaliste dans une hallucination. Je ne sais pas si c'est clair. Mais il y a quelque chose d'assez cohérent en fait. Les névroses, pour le coup, là, les névroses sont liées à une censure trop forte du surmoi. Qu'est-ce que c'est que les névroses, par exemple ? Ça va être la dépression. La dépression, c'est la personne, cliniquement, elle n'a plus de désir. Ah oui, parce qu'en fait, elle les censure. Elle les censure en permanence. C'est très souvent lié à l'éducation, parce que le surmoi est construit par l'éducation. Donc, elle va censurer ses désirs, sa colère, etc. etc. Tout ça, c'est censuré par le surmoi. L'anxiété, pareil, ça peut être l'anxiété sociale, prenons ça, un surmoi qui censure tellement tout parce que peur du public, hein, le surmoi a peur du public, que du coup la personne elle va être terriblement anxieuse. Okay. Le surmoi est un gros peureux en fait, donc c'est le surmoi qui va créer les peurs, les phobies aussi, ça fait partie des névroses. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici de cohérent, et donc ça c'est le deuxième point, c'est de dire que cette hypothèse elle est cohérente parce qu'elle permet aussi d'expliquer les pathologies et non de les juger. Elle permet d'expliquer les psychoses en disant qu'elles sont liées à un ça qui l'emporte sur le surmoi, et donc du coup les pulsions du ça s'expriment absolument sans filtre et sans tenir compte de la réalité. Les névroses, elles s'expliquent par un surmoi qui prend le dessus sur le ça, et du coup qui empêche l'individu d'avoir des désirs, d'avoir des pulsions, et qui noie l'individu dans la tristesse ou dans la peur, en fait. Qui noie toutes ces pulsions dans la tristesse ou dans la peur. Voilà pour les psychoses et les névroses. Alors maintenant, dernier point, pourquoi est-ce qu'elle est utile ? Alors là, je voudrais vous faire prendre conscience déjà qu'on est en train de faire un pas de côté. On n'est pas en train d'essayer de prouver l'existence de l'inconscient en se demandant est-ce que c'est vrai en fait cette histoire ? Est-ce qu'on a vraiment toutes ces forces en nous ? On est en train de se demander si c'est utile. Et ça, c'est une approche pragmatique au sens de William James, hein, qui se demande non pas quelle est la vérité d'une théorie, mais quelle est son utilité. Et c'est souvent une bonne solution dans les devoirs ou même dans les réflexions, même entre amis. Enfin, vous discutez sans doute pas entre amis de l'inconscient, mais vous voyez ce que je veux dire ? Se dire, en fait, au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais est-ce que c'est utile ? Et donc là, il va falloir se demander, est-ce que ça permet de guérir ? Est-ce que la psychanalyse aide à guérir les gens ? Alors, il y a plein d'études là-dessus, plein de débats là-dessus d'ailleurs. Il semblerait qu'il y a d'autres thérapies psychologiques qui
qui marchent aussi, ou qui marchent mieux, par exemple les thérapies cognitives et comportementales, qui sont plus inspirées de ce qu'on a vu chez Épictète, donc chez les stoïciens, pour faire très très simple, d'accord. Mais la psychanalyse, ça marche en partie, en tout cas. Donc simplement, statistiquement, ça marche. Les gens vont voir un psy, et qu'est-ce qu'ils font chez le psy? Et ben en fait, ils vont justement essayer de prendre conscience de l'inconscient, et donc ils vont essayer d'ouvrir les rideaux. Pourquoi est-ce que ça marche? Alors qu'en fait, les gens ne font que parler, hein. Là, on parle vraiment de thérapie par la parole. Il n'y a pas de médicaments dans la psychanalyse pure, en tout cas. Il n'y a pas d'exercice donné, comme dans les thérapies cognitives et comportementales, où on essaie de travailler sur ses pensées, etc., ou sur ses comportements. Là, on va juste ouvrir le rideau et parler. Alors, on peut très bien le comprendre dans le cas des névroses. Vu que le problème, c'est que le surmoi est trop fort, et qu'est-ce qu'on va faire pendant la thérapie? On va ouvrir les rideaux avec un psychanalyste qui est une personne neutre, donc qui ne juge pas. Et donc, du coup, le surmoi va se reposer un peu, d'accord? Il va aller se calmer et se prendre un café. Et donc, les pulsions du ça vont pouvoir s'exprimer déjà à l'oral. Et rien que ça va apaiser la personne, en fait. De pouvoir exprimer ce qu'elle a au fond d'elle et ce qu'elle n'ose pas exprimer à cause de son éducation. Donc ça, c'est un premier point. Et en fait, deuxième point, comme le thérapeute, il est neutre, ça veut dire que, un, il ne juge pas, mais deux, aussi, il incarne. On n'est pas seul face à soi-même, en fait, hein, parce que sinon, on pourrait juste écrire des choses dans un carnet. Non, le thérapeute, c'est quand même quelqu'un de différent de nous. Donc, il va aussi incarner la société. Et donc, en parlant avec le thérapeute, on est naturellement amené à essayer de trouver des solutions pour que nos pulsions qui s'expriment avec lui puissent aussi s'exprimer avec la société. Et donc, le moi va lui aussi se reconstituer peu à peu. C'est l'idée, en fait, aussi avec la psychose, c'est de permettre à la personne d'exprimer ses pulsions et ses émotions. Ça, de toute façon, en fait, elle le fait. Mais face à une personne qui est vraiment neutre, qui incarne un tiers, et du coup, qui lui sait quelle est la réalité. Ça reste une personne du public, le psy. Et donc, il va lui dire, en fait, non, cette hallucination, elle n'est pas réelle. Donc il va incarner une personne du public bienveillante, ce qui va permettre de construire un surmoi. Si le surmoi n'a pas pu être construit, ou mal, en général, c'est pas juste parce que les enfants sont mal éduqués, c'est parce que leurs parents n'ont peut-être pas été des personnes de confiance, et du coup, on peut pas se construire un surmoi si on n'a pas confiance dans les personnes qui cherchent à le construire. Là, l'idée de la thérapie, dans le cas d'une psychose, ça va être de construire un surmoi, mais bienveillant, et de trouver des moyens ensuite négocier entre le ça et le surmoi, trouver des façons acceptables d'exprimer ses pulsions. Donc on comprend en fait pourquoi est-ce que la thérapie soigne. Elle soigne parce qu'elle permet de voir ce qu'il y a derrière face à une personne qui est neutre, donc qui est à la fois bienveillante, mais en même temps extérieure à nous. C'est une personne du public, mais en même temps qui n'a pas peur d'aller regarder derrière les rideaux, parce qu'elle sait en fait, elle est habituée. Et du coup, qui va permettre d'exprimer les choses qu'on avait sur le cœur, et en même temps de trouver des solutions pour les exprimer à d'autres. Voilà donc pour Freud.